Merci d'être là et de recevoir quasiment 200 personnes aujourd'hui dans votre salon. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est toujours un plaisir, surtout quand c'est la réunion. Eh ben, c'est chouette. En tout cas, Bon. on est ravis de vous avoir. Merci d'avoir pris le temps et la disponibilité de cette présentation auprès de notre communauté, donc principalement d'étudiants, mais il y a aussi tout l'écosystème de professionnels et d'entrepreneurs aussi qui sont là. Donc, je vais peut-être vous présenter un petit peu avant de débuter cette présentation. Mon cher Quentin, Quentin Bordage, vous êtes aujourd'hui le CEO et fondateur de l'agence Call Square, qui est une agence spécialisée dans le marketing d'influence et qui permet notamment, entre guillemets, le match parfait entre les influenceurs et les entreprises. Donc, je crois même qu'il y a un petit peu d'intelligence artificielle à l'intérieur. On en reparlera, j'imagine, au cours de votre présentation avec peut-être même une petite démo. Vous êtes passionné, vous, par les médias et les technologies depuis très longtemps. Depuis 2011, vous voyez venir effectivement l'impact de l'influence dans le marketing, notamment des célébrités au tout début. Et donc aujourd'hui, Call Square est devenu probablement une des références dans le domaine, dans les agences de marketing d'influence. Je suis vraiment sincèrement ravi de vous avoir, Quentin, aujourd'hui pour de parler de tout ça auprès de nos étudiants. Donc ça va être principalement comment concevoir une campagne, comment identifier les bons influenceurs, comment mesurer tout ça. On va aussi parler un petit peu de budget, parce qu'on a quelques questions comme ça dans le chat. Et on finira par une démo et les tendances de l'influence marketing à venir. Je vous laisse la parole. Un grand merci et bonne présentation à vous. Merci beaucoup, Antoine. Un petit complément sur tout ça. Alors, effectivement, nous, on a été une agence au début, mais on ne se définit pas comme une agence parce qu'on ne fait pas le métier d'agence dans le sens où on ne va pas activer les campagnes à la place de nos clients. Donc, on va travailler à la fois pour des agences de communication, mais aussi pour des annonceurs en direct. Mais on ne va pas faire leur boulot. On est plutôt un éditeur de logiciels et on va leur fournir une technologie qui va leur permettre de bien faire leur boulot et donc d'atteindre notre mission, c'est permettre aux annonceurs d'atteindre leur potentiel avec l'influenceur marketing, que nous on appelle le call marketing. Call comme Key Opinion Leader, c'est pour ça qu'on s'appelle Call Square. Donc c'est le nom qu'on donne aux influenceurs 2.0, on va dire, peut-être 3.0, puisque tout évolue tout le temps. Et donc nous, surtout, on édite une solution, une solution SaaS pour aider les annonceurs à faire ça. Et juste pour me présenter aussi, j'adore La Réunion, et j'y suis allé plusieurs fois et j'y retourne en octobre pour faire la Diagonale des Fous, qui est un peu mon Graal et donc peut-être qu'on aura l'occasion de se voir physiquement à ce moment-là. Voilà, c'était la petite, parenthèse. Du coup, je présente, les éléments qu'on a préparés, c'est ça, Antoine? Avec plaisir. Ouais. Vous avez un Allez, petit onglet partager l'écran tout en bas au milieu yep, qui est vert. ça Et va. donc, vous pouvez partager votre présentation. En tout cas, j'espère avec grand plaisir qu'on pourra se voir en octobre physiquement. Merci pour le Voilà, message. si les conditions Si ça se sanitaires le fait, permettent. ouais, d'ici là. Alors, je vais essayer de présenter. Vous voyez mon écran là? Super. Et je vous vois même un petit peu, donc c'est chouette. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir ou à me couper si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Hem, donc effectivement, moi, ça fait un bout de temps que je fais de l'influence marketing. J'ai fait du celebrity marketing au départ, c'était en 2011, comme le disait Antoine, parce que ben, les premiers influenceurs, c'était des célébrités. Et au début, ça se faisait un petit peu sur les réseaux sociaux, faut se remettre, dans le contexte. Il y avait du Facebook, il y avait pas des TikTok, des Snapchat et cetera à cette époque-là et c'était assez peu, développé et nous surtout, la 1re boîte que j'ai créée s'appelait Brand and Celebrities et on utilisait les nouvelles technologies pour faciliter la mise en relation entre les célébrités et les marques pour différents types de campagnes, des campagnes d'endorsement, donc du celebrity marketing, des publicités, de l'intervention sur des événements et aussi du digital. On a commencé dès 2012 à faire des interventions sur soit les comptes Facebook de certaines célébrités sur les réseaux sociaux, soit sur les comptes des marques qui allaient faire venir des célébrités pour animer leur compte. Et ensuite, il y a eu toutes les communautés qui se sont développées avec de vraies audiences. Ça a pris de l'ampleur et c'est comme ça qu'on a travaillé sur une offre où avant on avait 6000 célébrités, on est passé à 1,7 million d'influenceurs avec une plateforme complètement automatisée et une nouvelle marque qui s'appelle Call Square. Et on travaille aujourd'hui pour plus de 300 marques un peu partout en Europe principalement et qui vont faire appel à notre technologie pour activer des campagnes. Donc je crois, Antoine, vous disiez que donc ce dont on va parler aujourd'hui, je vais revenir très rapidement sur, ce levier d'engagement, mais je pense que vous en avez déjà parlé, donc ça ira très vite. On va parler de la manière
d'engager ses campagnes en commençant par définir ses objectifs, en parlant aussi de territoire de conversation, ensuite de comment on va identifier, un influenceur ou plusieurs influenceurs, la manière dont vous allez mesurer le ROI, la manière dont vous allez définir le budget, ça a l'air d'être une question importante. Et puis, si on a le temps, je vous dresserai aussi un panorama des différents acteurs sur ce marché de l'influence marketing parce que, c'est un eldorado aujourd'hui et ça attire, beaucoup de convoitises, donc beaucoup d'acteurs et c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de savoir, ce qui se passe sur la chaîne de valeur de l'influence marketing. Et puis après, il y a des grandes tendances, que nous, on voit venir sur les 2-3 prochaines années, qu'on pourra voir ensemble et si on a le temps, on pourra avoir une démo. On a 1 heure à peu près, hein, c'est ça? OK. Donc c'est parti. Donc ça, vous connaissez, je vais passer très rapidement, mais l'influence, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Au début, c'était plutôt l'influence familiale, relationnelle, vos amis, qui vont faire que vous allez acheter une lessive parce que c'est votre maman qui utilisait la même. Vous allez acheter une guitare parce que c'est votre copain ou votre père, qui utilise la même. Idem sur les voitures. Voilà, c'est la recommandation dans votre cercle, proche et ça existe toujours et ça continuera à exister. Ensuite, il y a internet qui est arrivé avec des blogs, avec, des groupes, par thématique sur le cinéma, sur les voyages et cetera. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à l'explosion des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, au début, étaient toujours autour de ces thématiques, hein. Il y a des pages, «J'aime la pluie», mais ça a ensuite évolué autour de personnalités qui ont incarné ces thématiques, et donc une approche très affinitaire qui a créé un média de masse. La spécificité, c'est qu'il est extrêmement fragmenté et la question, c'est comment on fait pour, l'activer, pour identifier, chacun de ces micromédias et pour les activer, sur la durée. Et donc ces influenceurs, ils vont être utilisés comme des tiers de confiance, mais aussi comme des prescripteurs, pour aider à transformer, les ventes. Ils vont être utilisés bien en amont sur la notoriété. On va y revenir sur les objectifs et l'utilisation qu'on peut faire des influenceurs. Aujourd'hui, l'influence marketing, c'est devenu un must have. Il n'y a plus aucune campagne dans des agences qui ne comporte pas d'influence marketing. Quasiment la totalité des annonceurs font appel à des techniques d'influence marketing. Beaucoup d'entre eux, annonceurs, se sont équipés, organisés au début avec des stagiaires, ensuite avec des CDI, de plus en plus avec des profils expérimentés pour traiter ces problématiques d'influence marketing parce que c'est devenu indispensable. C'est devenu indispensable parce que ça a un gros potentiel, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de contraintes et de menaces qui sont arrivées sur les techniques traditionnelles de publicité, notamment, l'émergence et l'explosion des ad bloqueurs. Il y a, dans le monde, à peu près 40 des consommateurs qui utilisent ce type de technologie, que ce soit sur les desktops ou sur les mobiles. Ce qui veut dire que les publicités traditionnelles, elles ne passent plus. Heu, elles vont être cachées, elles vont être effacées et donc si vous voulez atteindre les consommateurs en tant qu'annonceur, il va falloir chercher à utiliser d'autres techniques. C'est ce qu'on appelle le native advertising, donc on va aller s'insérer dans les contenus traditionnels. Vous l'avez vu dans la presse probablement, au milieu d'articles de fond très intéressants, il y a des articles qui sont des articles, sponsorisés et on le voit dans les différents contenus, et l'influenceur marketing rentre, là-dedans. Il s'avère que les influenceurs, ont un pouvoir de prescription, ça marche. Les consommateurs sont incités à utiliser, les produits, les services, qui sont recommandés, par ces influenceurs et du coup, la plupart des entreprises, le font et le font de plus en plus et ça marche puisque ça génère, des ventes. Hem, C'était particulièrement intéressant de voir aussi l'utilisation qui a pu être faite de l'influenceur marketing pendant cette période de covid. Avec des marques qui étaient très secouées, et qui ont utilisé l'influenceur marketing pour, ben, positionner une marque sur son identité, chercher à augmenter quand même sa communauté, utiliser des influenceurs pour augmenter sa communauté en attendant de faire des ventes peut-être demain si, les ventes, baissaient, pendant quelque temps. Notamment pour toutes les marques, de physique, brick and mortar qui n'arrivaient pas à vendre en ligne ou qui avaient des ventes en ligne qui étaient assez limitées. L'influenceur marketing a beaucoup servi aussi pour engager des communautés, pour maintenir des conversations. Donc, créer une conversation, continuer à exister sur le digital pendant cette période où tout le monde était, chez soi. Voilà, ça c'était les grandes lignes, c'est des choses que vous connaissiez déjà. On va passer maintenant sur les objectifs. C'est très important. On parle souvent du ROI de l'influenceur marketing en se demandant: «Est-ce que ça marche?» Comment ça marche? Mais la première question qu'il faut se poser pour vous, c'est, quels sont les objectifs en amont d'une campagne? Et on va pouvoir utiliser l'influenceur marketing pour différentes raisons.
On parle souvent d'une pyramide, alors je ne sais pas si vous êtes familier de ça, c'est la pyramide de l'influenceur marketing. Tout en haut, vous avez ce qu'on appelle le head tail, c'est, les méga influenceurs, les célébrités, pour simplifier, qui ont des communautés de plusieurs millions de followers et qui vont souvent être utilisés, heu, avec des objectifs, d'image, de visibilité, d'impact, donc on parle d'awareness. Hem, on parle d'awareness, donc c'est pour faire connaître la marque en notoriété spontanée ou en notoriété assistée, mais aussi pour travailler sur les valeurs de la marque. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que, c'est un usage spécifique qu'on va pouvoir faire de ces célébrités, de ces influenceurs, de ces méga influenceurs qui sont tout en haut de la pyramide. Tout en bas, vous avez le long tail, qui sont les micros, les nano-influenceurs parfois. Alors ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Chez Cosquare, nous, on commence à travailler la plupart des influenceurs qui sont présents sur notre plateforme. Il y en a 1,7 million, je disais tout à l'heure, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Ils ont tous au moins 5 000 followers. Alors parfois, on en rajoute, d'autres qui vont commencer à 1 500, 2 000 sur certaines niches par rapport aux besoins de certains de nos clients. Mais en gros, ça pour nous, ça commence à peu près à 5 000 followers et ça va monter jusqu'à, quelques dizaines de milliers de followers et ce long tail, il va permettre de travailler sur d'autres leviers, plutôt la conversion, plutôt l'acquisition de clients, donc des leviers de croissance. Et on voit là qu'il y a du coup des sensibilités qui sont différentes. Quand on va travailler sur le head tail de l'influenceur marketing, on va être, peut-être plus avec en interne dans les entreprises avec des services de RP, de communication. Quand on va être sur le long tail, on va peut-être être plus avec le marketing, avec l'acquisition, avec l'e-commerce et donc du coup, ce sont des approches différentes. Parfois, les équipes ne se parlent pas dans ces entités. Parfois, il y en a une qui fait de l'influenceur marketing et pas l'autre. Parfois les 2, mais avec, des influenceurs différents et des approches différentes et donc c'est extrêmement intéressant de voir les différents usages, qui peuvent être faits. Et au milieu, vous avez le mid-tail, qui va permettre, donc ce sont des influenceurs qui vont avoir, on va dire au-delà de 100-150 000, followers jusqu'à 500 000 followers et qui vont permettre de travailler sur, les valeurs de la marque, l'authenticité, la proximité, l'engagement. Donc c'est apporter aussi cette expertise avec, une puissance médiatique, hein, quand même, beaucoup de followers, mais cette expertise, cette légitimité sur certains secteurs. Et donc ce que j'expliquais, c'est que, cette pyramide, on peut l'inverser un petit peu en voyant la puissance de frappe qu'on peut avoir. Quand on va travailler avec les influenceurs, du head tail, on va travailler beaucoup sur la notoriété et donc on va taper très, très large et plus on va se rapprocher du long tail, des micros, des nano-influenceurs, plus on va se rapprocher de problématiques, d'achat, avec au milieu cette, notion de légitimité. Ce qui fait que souvent, je reviens sur cette là, souvent on va avoir des annonceurs qui vont créer des stratégies sur, 12, 18, 24 mois, qui vont impliquer différentes strates de cette pyramide à différents moments. Vous allez avoir, 3-4 méga influenceurs du head tail qui vont être activés à plusieurs moments de l'année, mais pour travailler sur la notoriété, avec du contenu qui va être, assez spécifique, très qualitatif et il va y avoir, plusieurs, dizaines, voire plusieurs centaines ou milliers, d'influenceurs en long tail qui vont être, utilisés à d'autres moments, de l'année, coordonnés avec ces mid ou ces head tail influenceurs pour, créer une stratégie qui va être efficace et activer ça sur différents moments. Typiquement, si vous voulez aller travailler sur, des moments clés de marque, qui peuvent être les moments clés du commerce ou du e-commerce, comme, le Black Friday, la Saint-Valentin, les fêtes des mères et cetera. Vous allez trouver des influenceurs qui vont être différents à chaque fois sur chacun de ces sujets. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des méga influenceurs qui vont plus incarner votre marque et en faire parler, de manière régulière. Ils pourront régénérer des ventes aussi, mais ils vont être surtout utilisés pour ces notions d'awareness. Et voilà et donc du coup, ensuite, les KPIs vont pas être tout à fait les mêmes. Si vous travaillez sur de la notoriété, vous allez, avoir des KPIs, donc des indicateurs de mesure qui vont être autour de l'impression, un peu comme sur les RP, que j'évoquais tout à l'heure. Donc combien de personnes ont été exposées? Combien de personnes ont vu, vos contenus? Et on va aussi utiliser un KPI qui s'appelle Learn Media Value, je ne sais pas si vous le connaissez? Qui va être une valorisation en équivalent paid, comme si vous avez dépensé de l'argent, sur le digital, pour de la publicité digitale, une valorisation de ces différents engagements et donc ça, c'est assez important parce que un un enga les
on va rentrer dans la complexité après des différents réseaux sociaux, mais vous avez des indicateurs qui sont un petit peu différents. Une vue sur YouTube, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes indicateurs qu'une vue sur TikTok, par exemple. Une vue sur, TikTok, elle va être comptabilisée à la première seconde, une vue sur YouTube, au-delà de 3 secondes. Du coup, elles n'ont pas forcément la même valeur et donc il va falloir les valoriser un petit peu différemment. Si vous utilisez un influenceur qui va faire, un contenu sur YouTube et un contenu sur TikTok et un contenu sur Facebook, les différentes vues vont pas être comptabilisées de la même manière. On va aussi comptabiliser les engagements du type, commentaires, like, partage, et cetera. Donc tout ça, on va le mesurer sous la forme d'earned media value et qui permet aussi de faire, comme dans la publicité, après des share of voice. Vous allez définir votre share of voice en earned media value. Est-ce que vous avez beaucoup plus, d'impact, par rapport à vos concurrents sur le même marché, via vos influenceurs sur la toile? En termes de légitimité, on va surtout travailler sur l'engagement. Est-ce que le contenu est engageant? Quand un influenceur, poste un contenu, est-ce que ça va générer beaucoup d'engagement? Et puis après, en termes d'achat, là, on va rentrer vraiment en bottom line tout à la fin sur le nombre de clics et les ventes, les paniers moyens, ce genre de choses. Qu'on peut traquer d'ailleurs avec, des technologies type, technologie d'affiliation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais, on a intégré nous chez Callsquare une technologie d'affiliation qui s'appelle Affiliae et qui, permet à nos clients, de mettre en place des programmes d'affiliation et de traquer les ventes qui sont générées par chaque influenceur, directement sur Callsquare et donc également, potentiellement de les payer à la performance. Donc ça, c'est le premier point. Si on rentre ensuite dans les objectifs, quand on construit sa stratégie, il va être aussi important de définir son territoire de conversation. Donc le territoire de conversation, c'est, le territoire sur lequel on va vouloir, porter notre message et il va falloir, trouver l'intermédiaire entre, l'intérêt de l'audience, l'intérêt du produit et l'intérêt de la marque. Alors souvent, comment ça se passe? C'est que, vous avez vos valeurs de marque, vous avez, votre produit au sein de cette marque avec, certaines valeurs, certains attributs, certains messages. Vous avez aussi votre campagne, qui est censée, faire évoluer la marque ou le produit vers un certain positionnement et vous allez utiliser des outils comme, Callsquare où vous allez faire ça tout seul, c'est possible aussi, pour aller trouver des influenceurs qui ont, une audience, un intérêt d'audience qui va matcher. Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à créer à travailler sur des territoires de marque. Donc je donnais l'exemple de la Saint-Valentin tout à l'heure. Vous avez une marque, premium, avec une thématique autour de la Saint-Valentin pour un produit grande consommation. Et vous allez chercher des audiences qui vont être intéressées, qui vont rentrer dans cet, univers-là. Donc ça veut dire qu'il faut trouver l'influenceur qui parle régulièrement de produits de consommation, de couple par exemple, de cadeaux, de choses comme ça. Et là, j'ai même pas parlé en termes d'audience, de la localisation géographique, du genre, de ces choses-là, toutes les problématiques, d'intérêt, qui peuvent être aussi identifiées. Donc finalement, ça marche comme un média. Quand vous faites, une publicité sur, lemonde.fr, vous allez chercher à comprendre quelle est l'audience, quelles sont les personnes qui lisent, lemonde.fr. Là, ça va être la même chose avec un influenceur. Vous allez essayer de comprendre quelle est son audience, comment elle est constituée, quels sont ses intérêts, mais aussi, comment elle est constituée en termes d'âge, localisation géographique, et cetera. Hem, voilà. Et les territoires de conversation, c'est très intéressant de constater qu'ils ont des engagements qui sont un petit peu différents. Là, vous avez le classement, des taux d'engagement par thématique, pour les influenceurs. Alors souvent je pose la question, mais là c'est en digital, c'est un petit peu compliqué à 200. C'est pour vous demander sur quel sujet vous pensez qu'il y a le plus de taux d'engagement? Et là, vous pouvez voir que c'est sur les sujets de famille, sur les sujets donc on se rapproche de 3 en moyenne sur, l'intégralité des posts, que nous on a sur la plateforme. Ensuite, c'est tout ce qui est lié aux animaux et ensuite, c'est tout ce qui est lié au voyage. Vous voyez, c'est assez proche et tout ça, ça représente à peu près 10 des posts sponsorisés. Donc 3 c'est un taux d'engagement qui est, sur Instagram, par exemple, qui est, plutôt correct, pour un influenceur en général. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un taux d'engagement sur des posts sponsorisés, donc c'est assez élevé. Hem,
On pense souvent, que ça va être, par exemple la beauté, le luxe, hem, qui vont ou la food qui vont pouvoir, générer beaucoup d'engagement, mais c'est des taux d'engagement qui sont plus faibles et ce qui est intéressant pour, l'annonceur, c'est d'aller trouver justement ces territoires de conversation qui vont générer, beaucoup d'engagement. Alors quand, vous êtes une société qui fait du voyage, vous êtes déjà dans ce secteur-là, vous êtes déjà sur cette thématique. Mais vous pouvez aussi, quand vous êtes dans le voyage, aller vous positionner sur, le luxe, aller vous positionner sur, des sujets autour des animaux et cetera. Parce que c'est là-dessus que ça engage beaucoup et c'est là-dessus que ça pourra générer, beaucoup de conversations autour de votre marque, autour des sujets que vous allez aborder. Et voilà et après ça évolue aussi de manière conjoncturelle, on est toujours un peu dans la période covid et j'espère pour plus très longtemps, mais du coup, il y a eu aussi beaucoup de tendances qui ont évolué, pendant le covid et là, on vous en a mis quelques-unes, mais ça a évolué du jour au lendemain avec des sujets autour de la food, du do it yourself, le divertissement parce que tout le monde s'ennuyait chez soi, l'éducation parce que les gens, les étudiants et pas que, tout le monde, voulait, continuer à apprendre des choses et essayer de profiter de ce moment-là pour progresser. Il y a eu le gaming, il y a eu le fitness. Parmi les premières, ventes, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait les machines à pain, parce que les gens, fabriquaient leur pain chez eux, ils ne voulaient pas sortir. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut analyser aussi nous, grâce à des outils comme CallSquare parce qu'on peut, on a une visibilité sur toutes ces tendances, et c'est aussi intéressant pour les marques, d'aller, se positionner sur ces tendances au moment où elles émergent et parfois ça évolue de manière très significative du jour au lendemain. Une fois qu'on a bien défini, les objectifs et pourquoi on le faisait et avec quels KPIs on allait mesurer, la performance et son territoire de conversation, ensuite on va rentrer sur le choix des influenceurs. Alors là, je vais vous montrer des print screens, des imprimes écrans de notre outil. Hem, Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un outil comme CoSquare. La plupart des marques qui se lancent au début, même parfois des grosses marques, elles font ça, toutes seules. Donc elles vont faire des recherches sur, Instagram ou sur les différents réseaux sur lesquels elles veulent communiquer. Il y a quelques outils qui sont gratuits. Nous d'ailleurs, on fournit un outil une extension Chrome qui est gratuite que vous pouvez télécharger qui permet d'aller faire de qualifier, d'avoir des informations, sur les influenceurs quand vous identifiez un profil d'un influenceur sur Instagram. Donc ça vous met une petite extension et puis vous allez avoir quelques datas qui vont permettre de savoir, qui est cet influenceur, quelle est son audience, et cetera. Là, ce qui est intéressant, c'est que, hem, sur un outil comme CoSquare, vous allez avoir, un catalogue, 1 700 000 influenceurs sur plein de réseaux, qui sont, vous voyez, ils sont regroupés. Donc nous, on raisonne en KOL, en Key Opinion Leader. Donc cet influenceur-là, par exemple, a son compte sur Instagram, son compte sur, hem, heu, Facebook, son compte sur Twitter. Et vous, ce qui va vous intéresser, c'est la puissance médiatique globale de cet influenceur, parce qu'il ne va pas poster que sur Instagram, potentiellement, il va poster sur ses autres réseaux et c'est ça qui vous intéresse. Donc vous allez pouvoir, taper des mots-clés, sur une barre de recherche comme sur Google, par exemple. Ça, c'est pour faire le lien avec les territoires de conversation que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous pouvez taper, produits laitiers, produits locaux, environnement, développement durable, réunion et cetera. C'est des choses qui ça va ressortir. Vous pouvez faire des recherches, exactes. Vous pouvez faire des recherches par, mention. Donc vous pouvez aussi aller regarder des influenceurs qui parlent, de certaines marques concurrentes ou de certaines marques qui vous inspirent dans les mêmes territoires de conversation et ensuite vous allez les identifier et pouvoir les ajouter, à une campagne ou en tout cas à un projet, les mettre en favori pour pouvoir rentrer en conversation avec eux. Ça, c'est cette première phase, de recherche sur la partie, territoire de conversation. Heu et pour savoir si, c'est des influenceurs qui engagent sur ces sujets-là, nous, on va vous fournir des statistiques quand vous allez sur, le profil de l'influenceur. Donc là, on avait tapé, produits locaux, et food, donc c'est deux mots différents. On voit que cet influenceur, a fait plus de 300 contenus sur Instagram qui vont utiliser ces 2 mots-là et que quand il engage un peu plus, la partie grise, c'est le taux d'engagement moyen de ses posts et la partie violette, c'est le taux d'engagement d'Instagram quand il utilise les mots qu'on a tapés. Ça vous permet de savoir s'il engage un peu plus ou un peu moins, beaucoup moins. Parfois, c'est 50 de moins, donc c'est pas une bonne thématique pour cet influenceur, donc il faut vous passer à un autre influenceur. Donc on identifie bien le territoire de conversation, en tout cas les influenceurs qui s'expriment déjà sur ce territoire de conversation et ensuite on vérifie qu'ils sont bien légitimes avec des taux d'engagement qui sont très forts. Derrière, on peut regarder aussi, comment évolue cet influenceur en termes de de
de taille de communauté. Est-ce qu'il a une croissance, régulière? Vous allez pouvoir, donc nous on historise, plein de données. Donc on va voir, par exemple s'il y a des pics de croissance, ça peut vouloir dire que cet influenceur a acheté, des followers par exemple. Donc ça se fait un peu moins maintenant, mais c'est très facile pour 500, alors vous allez acheter 500 followers pour un dollar et donc vous allez avoir une communauté qui va être, qui n'aura pas d'intérêt quoi, ça sera des vanity metrics. Donc c'est important de regarder, s'il y a une croissance régulière. Alors parfois il y a des pics, hein, parce que cet influenceur, il va passer à la télé, parce que cet influenceur a une grosse actualité et donc ça va augmenter de manière organique, de manière naturelle, mais ça vous permet de détecter des choses intéressantes. Parfois c'est les pics se passent dans l'autre sens, ça c'est quand Instagram fait du nettoyage de bots et ça arrive aussi, assez régulièrement. Et vous allez pouvoir aussi regarder les engagements, comment ils évoluent. Donc là, c'est la courbe, un peu plus violette clair. Vous voyez que cette personne a eu des engagements qui ont baissé très fortement, en début 2020 et puis après ça c'est remonté et elle a une tendance, plutôt, haussière. Donc vous avez plein de data. Avec la data, en fait, vous pouvez, essayer de bien comprendre si c'est l'influenceur ou les influenceurs, parce que ça, vous pouvez le faire pour tous les influenceurs, qui correspondent aux besoins, de votre campagne. Vous allez aussi regarder ce que nous on appelle l'indice de crédibilité de l'audience. Donc c'est un score sur 100 que nous on va calculer pour vous donner une indication de la fiabilité, de la qualité de son audience. Donc on va regarder par exemple, le nombre de bots qu'il peut avoir, dans ses followers. On va regarder le ratio follower-followé, on va regarder le taux d'engagement qu'il peut avoir par rapport à des influenceurs du même type pour savoir, si c'est un bon, engagement ou pas et ça en gros, tout ce qui est au-dessus de 70-80, c'est des bons scores. Tout ce qui va baisser, parfois il y a des influenceurs qui ont 30 ou 40. Ça veut dire que son audience est pas de bonne qualité, donc vous aurez beaucoup moins de retours prévisibles sur les campagnes que vous allez mener. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous allez aussi pouvoir avoir une approche média en se demandant à qui s'adresse, cette personne en termes d'audience. Et là, vous voyez que cette personne, par exemple, elle s'adresse principalement à des femmes. Donc si votre cible, ce sont des hommes, sauf si vous cherchez les prescripteurs qui sont souvent des femmes, et ben, il faut pas travailler avec cette influenceuse. Vous allez aussi avoir des indications sur l'âge, sur la localisation de l'audience, c'est très important. Si un influenceur poste, principalement en français et qu'il a une audience, de 30 ou 40 au Brésil, il y a de grandes chances qu'une grande partie de son audience ait été achetée, soit des bots, sauf si c'est un influenceur qui communique beaucoup sur du visuel. On le voit beaucoup sur des mannequins, par exemple, qui vont avoir une grosse audience, féminine et un peu partout dans le monde parce que ce sont des très jolies femmes et ou des très jolis hommes et qui du coup ont une audience, très diffuse. Mais ça vous permet aussi de relativiser. Si vous, votre marché, vous êtes un annonceur et que vous cherchez à vendre des produits en France, ben là, en l'occurrence, vous avez 75 de son audience qui est en France. Ça, c'est pour le choix et ensuite, se pose la question de la mesure du ROI et là, donc ça dépend toujours des objectifs que vous êtes fixés et il y a plein d'indicateurs différents. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, l'earned media value, les impressions, taux d'engagement, la croissance de la communauté. Certains vont juste se satisfaire de la croissance de la communauté des comptes, Instagram. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, c'était le cas il y a 3, 4, 5 ans. Maintenant, on va s'intéresser à des choses, beaucoup plus quantitatives. Le taux d'engagement, c'est déjà un peu plus important, l'impression, leur media value, mais on va aller aussi jusqu'aux ventes, au trafic, au coût par mille, au coût par clic, au click-through rate, donc c'est le CTR. Et puis parfois des choses plus qualitatives comme le sentiment, est-ce qu'on en a parlé positivement ou négativement? Aujourd'hui, il y a encore assez peu d'outils, qui permettent de bien mesurer ça de manière, automatisée sur le web, mais c'est des choses sur lesquelles, on travaille. Donc vous allez, je le disais tout à l'heure, notamment si vous travaillez, sur le haut de la pyramide, avoir un objectif de notoriété et là, on va être, plutôt sur l'impression et sur le CPM. Donc vous allez pour calculer votre ROI, typiquement, vous allez regarder votre budget investi, c'est la première colonne. Donc, un influenceur sur lequel on investit 3 000 € et l'autre 200 €. Vous allez regarder l'earned media value qui est généré. Donc c'est l'équivalent média de ce que vous auriez payé en paid pour avoir les mêmes retombées, les mêmes engagements et là, c'est 7 500. Donc vous avez un ROI de 150. Et puis vous regardez ça sur tous les influenceurs et ça vous fait une moyenne sur votre campagne.
Et après, vous pouvez ajuster ça, ajuster les influenceurs, arrêter avec un influenceur, accélérer avec un autre qui génère beaucoup de contenu ou ajuster les contenus, de certains influenceurs qui ont moins bien fonctionné en s'inspirant des contenus d'autres influenceurs qui ont bien fonctionné. Ça, c'est pour la notoriété. Vous allez aussi, mesurer l'engagement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les réactions, les commentaires, et la partie plus qualitative. Et puis, vous allez aussi, pouvoir, suivre les ventes. Je parlais tout à l'heure de technologies d'affiliation qui permettent de faire ça en traquant des liens, en traquant des codes promo et d'aller, directement, en mettant des traceurs sur le site, de vente en ligne, de faire le lien entre le post qui a été généré par l'influenceur et la vente. Parfois, c'est un peu compliqué parce que, si vous faites appel à plusieurs influenceurs, un consommateur, un acheteur peut avoir été, orienté à différents moments sur les 30 derniers jours, par exemple, par, différents influenceurs. Il peut avoir vu le contenu, et arriver sur un site et donc il va commencer à être, traqué. Il voit un contenu avec un lien d'un influenceur, il clique, il arrive sur le site d'achat, mais il fait pas d'achat. Et puis, 15 jours plus tard, il le revoit par un autre influenceur, il clique, il fait l'achat ou même il voit un code promo d'un influenceur, donc sans traquer le lien, il va aller directement sur le site et rentrer le code promo et va se poser des questions de répartition de qui est-ce qui a généré la vente finalement? Est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le 2e? Et là, je vous la fais simple parce que parfois il y en a 4, 5, 6 et c'est un peu plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de technologies qui permettent de le faire et de traquer ça. Voilà, donc ça c'était quelques lignes sur l'affiliation et qui vont permettre justement de voir quelle est la part du chiffre d'affaires, qui a été généré par la campagne à travers les influenceurs de manière très spécifique. Donc d'une manière générale, aujourd'hui, il y a une vraie convergence, entre l'influence et l'affiliation. Il y a des plateformes de vente en ligne, que vous connaissez, bien sûr, tels que Alibaba, Amazon et cetera, qui ont créé des programmes d'affiliation monstrueux avec, des centaines de milliers d'influenceurs, hein. Faut pas oublier que l'objectif d'Alibaba, je crois que c'est d'ici 2023, c'est d'avoir, 1 000 000 d'influenceurs, de recruter 1 000 000 d'influenceurs. Leur objectif cette année, c'était 100 000. Donc c'est vraiment une énorme tendance et tous les e-retailers, tous les e-commerçants s'y mettent et pas que, parce que pour le coup, ça implique toutes les autres marques qui vendent de plus en plus en digital et qui vont vers ces tendances-là. Voilà, on entre dans la partie budgétaire. Se pose la question de combien on va payer. Donc je parlais tout à l'heure de l'affiliation. L'affiliation, c'est assez intéressant parce qu'on peut payer potentiellement des commissions pour chaque vente, donc ça va être, que du variable. Aujourd'hui, c'est pas encore extrêmement développé. On voit des modèles où on paye les influenceurs, de manière hybride avec un fixe et des commissions sur chaque vente. Mais ce qui se fait le plus encore aujourd'hui, c'est, payer les influenceurs, avec un fixe. Donc il faut estimer quelle est la valeur du poste et bah, ça on va utiliser, des données aussi pour faire ça. Et ça va dépendre de la taille de la communauté, mais aussi, de l'engagement et des performances, passées. Donc ça permet de rationaliser ça et heu et après c'est l'offre et la demande aussi, les influenceurs certains influenceurs sont très sollicités, d'une manière générale, ils sont assez sollicités et donc ils vont faire, évoluer leur prix, pour pas trop diluer non plus leur image parce que leur intérêt, c'est pas forcément de travailler avec des milliers de marques, surtout si elles sont dans le même secteur. C'est pas dans l'intérêt de leur audience et c'est pas dans leur intérêt à eux et c'est pas du tout dans l'intérêt des marques non plus donc voilà. Donc là, vous avez quelques exemples de tarifs en fonction des tailles des influenceurs. Quand on est un nano-influenceur, qu'on a une petite communauté, hein, faut s'entendre parce que pour arriver à 10 000 followers, faut déjà faut déjà travailler. On va être en centaines d'euros, on va dire, hein. Et puis, pour les micro-influenceurs entre 10 et 100, on va monter, vers les milliers d'euros et puis après au-delà, on est à plusieurs milliers d'euros. Après, il y a des posts sur les stars, sur les méga influenceurs qui vont monter en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Mais ça, c'est extrêmement rare et souvent ça s'insère dans des campagnes, classiques d'endorsement où on va aussi utiliser leur image sur les outils de la marque, sur les outils de communication de la marque. Mais voilà, là, vous avez les ordres de grandeur sur Instagram, si vous voulez faire appel à un macro-influenceur à moins de 1 500 €, ça va être compliqué. Après ça, ce sont des prix, marché.
ce qu'on constate aussi, c'est qu'en fonction des affinités, entre l'influenceur et la marque, ces prix peuvent évoluer et notamment à la baisse. Bon, s'il y a pas du tout d'affinité, ça va être à la hausse. En gros, j'ai pas envie de collaborer avec toi parce que ta marque, elle m'intéresse pas trop, si je le fais, c'est pour, 10 000 €. Et après, c'est à la marque de prendre son risque et d'essayer d'estimer son ROI potentiel. Mais parfois, ça va être à la baisse et c'est ça qui est intéressant aussi avec une approche, data driven, d'utiliser des technologies comme CallSquare, c'est que si vous allez chercher dans le bon territoire de conversation, vous allez trouver des influenceurs, je donne un exemple, si on veut faire, utiliser des influenceurs pour l'office de tourisme de La Réunion, si vous trouvez un influenceur qui va régulièrement à La Réunion ou qui a sa famille à La Réunion ou qui est né à La Réunion, bah, vous avez plus de chances qu'ils disent, oui déjà et puis ensuite, qu'ils vous fassent, des tarifs, avantageux. Parce que ça a un sens pour lui, ça a un sens pour son audience et voilà. Donc c'est là où ça devient intéressant d'aller trouver des influenceurs qui sont légitimes et pertinents sur vos territoires de conversation. Et donc ça, c'est les tarifs pour un influenceur. Ce qui est intéressant quand vous faites votre campagne, c'est qu'il va falloir, les cumuler, les additionner. Donc on voit rarement aujourd'hui de campagne à moins de 15 000 à 20 000 d'influenceurs, de budget d'influenceurs. Hem et heu et voilà, après les budgets, qui vont être dépensés par les marques, au global sur une année vont varier. C'est pas forcément lié à leur taille, d'entreprise, c'est plus lié, à leur pratique et à leur maturité sur les sujets. En gros, les marques les plus matures, vont investir, en France entre 1, 3, 4 millions d'euros sur l'influence marketing et ça peut être des DNVB, donc des Digital Native Vertical Brand, mais ça peut être aussi des grands groupes de cosmétiques qui vont investir les mêmes montants, mais simplement elles ont des niveaux de maturité différents. Donc je vous laisse imaginer que quand on commence à investir ces montants-là, les enjeux commencent à être, très importants et que donc du coup, il faut mettre du monde sur le sujet, il faut mettre, des gens, assez capés aussi, et puis il faut s'équiper d'outils et puis, il faut bien mesurer le ROI parce que, bah, plus on investit, plus on attend une mesure précise de ce que ça va nous apporter. Voilà, donc en résumé sur ces sujets, bien définir ses objectifs en amont de la campagne et se souvenir de la pyramide, le territoire de conversation qui est très important, hem, votre capacité à identifier les influenceurs les plus engageants, bien définir son budget, mesurer efficacement son ROI et utiliser une technologie, Cosquare en l'occurrence, mais une technologie pour, faire votre recherche, ça peut vraiment vous aider à être plus pertinent et surtout à gagner du temps. Après ça ne vous empêche pas de le faire, tout seul, surtout quand on se lance. Au début, il faut essayer, il faut bidouiller, il faut faire des tests, il faut se planter, mais après quand on veut commencer à accélérer, il faut utiliser une technologie. Voilà sur le déroulé des campagnes. Si ça vous va, je peux vous parler du panorama des acteurs, notamment des acteurs européens. Il y en a pas mal. En 2019, on disait qu'il y avait un nouvel acteur qui se crée sur le marché de l'influence marketing chaque jour. Ça fait beaucoup. Je crois que ça a continué en 2020 à peu près sur le même rythme. Il y en a pas beaucoup qui ferment. Donc en fait, je vous laisse imaginer le nombre d'acteurs, qui sont créés. On estime qu'il y a à peu près 300 sociétés, qui existent, 300-400 sociétés qui existent aujourd'hui, qui ont une taille, significative. Heu, les plus gros acteurs dont nous on fait partie, il y en a je dirais qu'il y en a 10-15, dans le monde. Il n'y a pas encore de licorne, qui fait, plusieurs, centaines de millions de revenus, mais c'est en train d'arriver, c'est vraiment une grosse tendance. Je parlais tout à l'heure des budgets qui étaient investis, il y a de plus en plus de budget, donc c'est en train de vraiment de grossir et ça attire beaucoup de convoitises. Ce qui est intéressant, c'est de le regarder par rapport à la chaîne de valeur, de l'influenceur marketing. Donc ça, vous connaissez sur la partie gauche, c'est les typologies d'influenceurs, donc c'est la pyramide qu'on voyait tout à l'heure, hein, méga, macro, micro, nano. Et puis, à l'horizontale, vous avez la chaîne de valeur. Au tout début, il y a le management, c'est plutôt le management des talents, un peu comme avec les célébrités d'ailleurs. Il y a toujours eu des managers, des agents et ça existe et on verra quel type d'acteurs sont représentés là-dedans. Ensuite, il va y avoir tous les aspects de création, donc c'est plutôt le domaine des agences, hein. On va créer des concepts, on va créer des campagnes et puis on va les activer. Donc est-ce que ça se fait via une agence ou est-ce que ça se fait en interne, chez les annonceurs? C'est les 2 tendances. Heu, il y a des acteurs comme nous qui vont fournir, des catalogues d'influenceurs. Il y en a qui vont fournir de la data aussi et qui vont être spécialisés là-dedans, qui vont fournir seulement de la data
Et puis ensuite, il y a des acteurs, on voyait tout à l'heure avec tous ces enjeux de vente, de bas de funnel et donc de mesure de la performance qui vont se positionner là-dessus, spécifiquement sur, la performance. Comme on commence à faire beaucoup d'influence chez certains annonceurs, je parlais des budgets qui étaient investis. Si vous divisez par le budget que vous pouvez investir sur un influenceur, ça fait des centaines, voire des milliers d'influenceurs. On a des problématiques de gestion de la quantité des influenceurs. Un peu comme un CRM, quand vous gérez votre portefeuille client, vous avez besoin d'un outil, vous allez utiliser un Salesforce, ou autre. Et donc, il y a une catégorie aussi d'acteurs, qui sont des IRM, Influencer Relationship Management. Donc c'est comme un CRM, mais pour gérer, ces influenceurs. Donc concrètement, ils vous fournissent, les tuyaux. Après, c'est à vous de les alimenter. Vous allez remplir le nom des influenceurs, mettre des informations sur leurs coordonnées. Quand leur envoyez un mail, vous allez synchroniser et cetera. C'est pour vraiment coordonner et synchroniser toutes les informations et la donnée, l'historique, le savoir-faire. Et puis tout en bas de la chaîne de valeur, vous avez toute la partie qu'on appelle social listening, que vous connaissez aussi probablement, qui permet d'avoir, une visibilité sur ce qui se passe, sur l'ensemble de la toile, au-delà des influenceurs et de faire de la veille. Alors c'est intéressant parce qu'elle peut alimenter, revenir en amont, elle peut alimenter en faisant des analyses sur, les tendances, ce qui est en train de se passer, mais elle permet aussi de mesurer ce qui se passe vraiment sur le long trend, sur le web. Voilà, donc tout ça, c'est les différentes choses qui sont possibles de faire sur ce marché. Et après, il y a différents acteurs. Les acteurs traditionnels sur ce marché historique, ils étaient en amont et en aval. Donc j'ai parlé tout à l'heure, des acteurs en amont sur la partie, management, qui font aussi de la création et de l'activation et c'est ce qu'on appelle, notamment les MCN, les multi-channel, network et les studios. Donc, vous connaissez peut-être Webedia en France, vous connaissez peut-être Studio Bagel, Talent Village, Minute Buzz, Studio 71 qui est chez TF1, Melty Group et cetera. Donc tout ça, ce sont des sociétés qui sont extrêmement créatives, qui vont gérer des talents, souvent en exclusivité et qui vont travailler avec ces talents pour répondre à des problématiques de marque, créer des campagnes et les activer. Tout en aval, sur la partie écoute sociale, vous avez toutes les sociétés d'e-réputation, de social listening dont je parlais. Certains noms doivent vous parler, des Springler, Digimind, Synthesio, Mention, Talkwalker et cetera, qui essayent aussi de se positionner un peu sur l'influence marketing. Après, c'est pas forcément évident quand on fait vraiment du social listening qu'on a un filet très large, d'identifier spécifiquement les influenceurs et de pouvoir ensuite, les activer. Donc souvent, nous, on a des clients qui vont, utiliser notre technologie, mais qui vont aussi utiliser des technologies de social listening en complément, comme je le disais, soit en amont, soit en aval de leur campagne. Ensuite, vous avez, des agences qui vont avoir une techno, en interne, généralement qui vont les aider à mieux faire leur travail, soit sur l'identification des influenceurs, soit sur l'activation pour essayer d'automatiser un maximum de choses. Automatiser par exemple les prises de contact avec les influenceurs. Il y a des agences, que vous connaissez peut-être aussi qui s'appellent Icon, Reach, ou Wallar aux États-Unis, Obviously, Tsar et cetera, qui font de l'influence marketing. Donc ils vont prendre un brief, d'un annonceur, ils vont leur faire des recommandations. Ils gèrent rarement des influenceurs en exclusivité, mais ça peut leur arriver. Ils vont surtout leur proposer différentes, activations et faire des campagnes. Nous, on se positionne, sur, cette, 3e catégorie d'acteurs, entre plateforme d'activation et plateforme IRM. Nous, on a une approche, all in one. Il y a des sociétés qui ont une approche plus de seeding et d'autres qui sont très spécialisées, très, spécifiques sur certains, réseaux sociaux. Les plateformes de seeding, vous les connaissez peut-être, des sociétés comme Octoly, comme, Influence, for You, Influence for Brand, Ivancy et cetera. Elles vont avoir une approche, de catalogue, c'est-à-dire elles vont avoir des influenceurs qui vont s'inscrire sur la plateforme, et elles vont pas avoir d'approche exhaustive. C'est les influenceurs qui s'inscrivent, donc eux, ils vont démarcher des influenceurs. Ça va être souvent sur certains secteurs, donc ils vont avoir beaucoup d'influenceurs sur la beauté, par exemple et les marques vont poster des briefs auprès de ces influenceurs qui vont postuler et éventuellement, travailler avec eux, par la suite. Nous, dans la catégorie, all-in-one, on a une approche qui est différente. C'est une approche qui est très data driven et qui est exhaustive. Quand je parle d'1,7 million d'influenceurs, nous, c'est l'intégralité de ces influenceurs qui ont plus de 5 000 followers sur les réseaux sociaux, sur les réseaux que j'évoquais tout à l'heure et on les propose à disposition. Donc ils sont pas forcément inscrits. On a certains influenceurs qui s'inscrivent parce que c'est intéressant pour nous, parce qu'ils vont être plus réactifs après quand ils vont être contactés par les marques et aussi parce qu'on va collecter plus de données.
Mais d'une manière générale, nous, on cherche juste à être exhaustif. Donc vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont là, et qui font ça. Le leader mondial aujourd'hui en termes de taille d'activité et de levée de fonds qui ont été effectuées, donc de moyens, c'est, probablement Creator IQ que vous voyez là. Mais voilà, toutes ces plateformes avec une approche, all-in-one, dont, ColdSquare fait partie. Et puis après, vous avez certaines, plateformes qui sont très spécialisées sur des réseaux sociaux, et souvent Instagram. Donc c'est le cas d'un Lefty, par exemple, c'est le cas d'un InfluencerDB qui malheureusement vient de fermer, ils ont annoncé ça en début de semaine. Voilà, très spécialisés sur un réseau social, donc ils vont faire la même chose que nous généralement, mais sur un réseau social, ce qui permet de focaliser leur, heu, leur développement technologique. Après, la limite de ça, c'est que les marques souvent ont besoin d'aller travailler sur plusieurs réseaux sociaux et pas que sur Instagram, et donc elles vont plutôt chercher des plateformes, un peu plus généralistes, comme les nôtres. Et ensuite, il y a des plateformes qui sont très spécialisées, en IRM, sur sur ce segment de la chaîne de valeur de CRM, des plateformes comme Tracker, Stellar ou Clear, et voilà. Et puis pour les dernières catégories, vous avez des fournisseurs de données. Donc, vous connaissez peut-être HypeAuditor, vous connaissez peut-être Social Data, et cetera, qui vont fournir des données à toutes les autres plateformes, tous les autres acteurs que vous voyez là. Vous avez des sociétés spécialisées dans la performance. Par exemple, nous, on a racheté il y a 2 ans une société qui s'appelle Eclat, qui était spécialisée dans l'automatisation des contrats entre les influenceurs et les marques. Il y a des sociétés qui vont être spécialisées sur la mesure de la performance. Et puis ensuite, tout en bas, sur les nanos, vous allez aussi retrouver des plateformes qui vont faire un peu comme les plateformes d'activation, mais sur les nano-influenceurs. Donc c'est des technologies dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent Olapic, Pixely, et cetera, qui vont vers l'UGC finalement, et qui viennent compléter, tout ce panel. Parce que quand moi je vous parlais d'une limite, au-delà de 5 000 followers, il y en a plein d'autres qui vont travailler sur, des influenceurs qui ont des communautés beaucoup plus petites, le tout un chacun. Si vous avez quelques centaines de followers, finalement, vous pouvez aussi contribuer à, des campagnes pour des marques, et c'est ce que vont vous permettre de faire, ces plateformes, voire, essayer de réutiliser des contenus qui ont été publiés naturellement par des internautes, en gérant les droits de manière automatisée. Donc c'est ce qu'on appelle User Generated Content, c'est l'UGC. Donc ça fait, vous voyez, pas mal de monde, hein, et j'espère que ça vous clarifie un petit peu qui fait quoi. Hem Et pour complexifier un petit peu, ce qui est intéressant, c'est que, ça bouge beaucoup. Nous, les plateformes, les plateformes d'activation, pardon, entre all-in-one et seeding, ça bouge pas mal. Les fournisseurs de données type HypeAuditor viennent aussi, fournir, de plus en plus de technologies pour faire de l'activation. Les MCN studios, évoluent vers les agences, voire font des acquisitions de plateformes d'activation. Webedia a fait quelques acquisitions, TF1 a fait quelques acquisitions. Les plateformes de social listening tout en aval, je vous le disais, font aussi soit des acquisitions, soit développent leur propre technologie. Ça évolue énormément. Nous, ce qu'on pense, c'est que, là où il y a le plus de valeur ajoutée aujourd'hui sur le marché, c'est là où nous, on se situe, parce que c'est là qu'il y a des transactions, en fait, qui se passent. Et comme c'est un marché qui est un marché de médias, je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de montants qui sont investis, et donc c'est là que se situe la valeur ajoutée, et c'est aussi pour ça que tout le monde, converge, vers ces offres-là, même si au départ, il y avait des approches qui étaient différentes. Voilà, je vois qu'il reste, 10 minutes, donc je vais passer rapidement sur les tendances, et puis, j'espère qu'on aura le temps de voir des questions, mais il y a 7 tendances qu'on a identifiées, et qui sont intéressantes de prendre en compte. La première, c'est qu'il y a une raréfaction des données. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a de moins en moins d'accès possible aux données. Donc ça, c'est gênant, et c'est très embêtant pour les annonceurs quand on écoute tout ce que j'ai raconté avant en disant qu'il fallait utiliser la donnée pour choisir, les influenceurs de manière rationnelle. Ce qui se passe, c'est que la donnée, c'est, un peu l'or noir. Les réseaux sociaux type, Facebook veulent limiter l'accès à ces données, parfois sous des raisons de
privacy. Vous avez entendu parler de Cambridge Analytica, vous avez entendu parler de ce genre de choses. Donc parfois sous couvert de ça, ils coupent l'accès, aux données, mais d'une manière générale, c'est leur or noir, donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait trop d'acteurs qui accèdent à ces données ou à trop de données, spécifiques. Eux-mêmes se posent la question de lancer des technologies d'influence marketing. Ils en ont lancé, hein, Facebook en a lancé une qui pour l'instant n'a pas encore vraiment pris, mais ils se sont positionnés là-dessus. Il y a des acteurs qui ont fait des achats de technologies, d'influence. YouTube avait racheté FameBeat par exemple ça c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Hem, donc d'une manière générale, on accède de moins en moins facilement à la donnée. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour tout le monde. Il faut qu'on ait les mêmes types de données, mais aussi qu'on accède facilement à cette donnée et qu'après on puisse, bien l'interpréter. Donc ça va être un enjeu très fort pour les prochaines années, sur l'influence marketing. Le deuxième point, je disais tout à l'heure, c'est que l'influence marketing est en train de devenir tellement stratégique que les entreprises sont en train de s'organiser en recrutant des profils de plus en plus seniors sur l'influence marketing. Donc c'est ce qu'on a appelé nous l'ère du Chief Influencer Officer et nous on pense que comme il y a eu des Chief, Innovation Officer, Chief Digital Officer, des CDO, et ben, il va y avoir des Chief Influencer Officer. On commence à le voir. Il y a quelques sociétés qui ont des CIO avec en dessous, 30-60 personnes qui sont dédiées à l'influence, ce qui commence à être, incroyable, qui développent leur propre technologie aussi en interne, en parallèle de technologies qu'elles utilisent et cetera. Les moyens sont tellement énormes, mais c'est une vraie tendance et je disais tout à l'heure, il y a eu des stagiaires, ensuite il y a eu des personnes un peu plus capées, il y en a eu de plus en plus et puis maintenant il y a des C-level qui commencent à s'intéresser à ces sujets et donc ça va continuer à prendre de l'ampleur. Troisième tendance, c'est qu'on est tous des influenceurs. Moi, je vous disais, on se situe, nous, sur un seuil au-delà de 5 000 followers, mais tout le monde est influenceur si on descend et la pyramide, elle est très, très large en bas. Aujourd'hui, l'influence, elle va toucher à tous les sujets. On le voit sur l en RH, par exemple. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, de problématiques et d'enjeux autour de l'influence en RH, que ça soit sur les recrutements. On va utiliser, l'intégralité des collaborateurs pour diffuser des offres de recrutement, mais dans les recrutements, on va aussi, rajouter un critère pour savoir si vous avez une audience sur les réseaux sociaux. Typiquement, si vous devez choisir un commercial, et que vous avez le choix entre un commercial qui a 25 000 followers sur LinkedIn et un autre qui en a 2 000, bah, vous allez peut-être plutôt pencher à compétences équivalentes, à personnalité équivalente, vous allez plutôt pencher sur celui qui en a 25 000 parce que bah, il a quand même plus de chances de générer des revenus et au passage, c'est exactement ce qui s'est passé, dans d'autres secteurs, hein. Le PSG a gagné, s'est qualifié pour les quarts de finale hier. Le PSG a recruté Neymar. Ils ont recruté Neymar aussi parce qu'il a, 200 millions de followers et qu'il va vendre des maillots. Dans l'édition, ça se passe aussi comme ça. Si vous avez plus de 5 000 followers sur vos réseaux sociaux, bah, vous avez plus de chances d'être édité quand vous écrivez un livre que si vous n'en avez pas, parce qu'on va rentabiliser un livre à partir de 500, parutions, 500 livres vendus. Donc si vous en avez 5 000, on va dire que si vous arrivez à en vendre 500 sur ces 5 000, il y a de grandes chances de rentabiliser la chose. Donc ça va être pareil sur le recrutement. Et ça s'étend à la finance aussi, on le voit dans les relations investisseurs. Donc tout le monde est influenceur et ça va donner des évolutions assez intéressantes, dans les technologies. Il n'est pas exclu que des technologies comme CallSquare, demain évoluent aussi et permettent de gérer, l'influence au niveau, des ressources humaines, par exemple. La fin de l'amateurisme aussi, c'est très important. Avec les enjeux qui augmentent, on a de plus en plus, besoin de mesurer la performance, donc ça se professionnalise. Il y a des contrats maintenant quasiment systématiquement, ce qui n'était pas le cas avant, des contrats entre influenceurs et marques. Donc on va cadrer la relation, on va, essayer aussi de cadrer le montant en utilisant des algorithmes pour calculer la valeur réelle de l'influenceur. Les influenceurs, commencent à se structurer aussi avec des agents qui existent. Donc il y a des vrais, du côté des annonceurs et du côté des influenceurs, il y a une vraie tendance à la professionnalisation parce que, c'est un marché qui est en train de grossir et qui a besoin de se professionnaliser, qui fait pas mal d'erreurs. Et pour rappel, l'influence marketing, c'est de la publicité et donc du coup, il faut annoncer officiellement que votre poste est sponsorisé, que vous êtes payé par une marque. Donc il faut mettre des hashtags spécifiques ou mettre des termes spécifiques qui l'annoncent. Tout le monde ne le fait pas encore. Donc c'est des bonnes pratiques qui sont poussées par la RPP, par exemple, en France.
et qui doivent être diffusées. Et voilà, ça se fait au fur et à mesure. Les différents acteurs cherchent aussi à pousser vers cette plus grande professionnalisation parce que c'est ce qui va permettre vraiment l'industrie de décoller. L'influence at scale, c'est très important. Je parlais tout à l'heure de la tendance des CRM qui permettent de gérer, les IRM qui permettent de gérer vraiment des quantités importantes d'influenceurs. Aujourd'hui, quand on reprend l'exemple d'Alibaba tout à l'heure, il y a des entreprises qui vont faire appel à 1 million d'influenceurs chaque année, donc c'est monstrueux et c'est que le début. Donc c'est vraiment une tendance qui est très, très importante. Le ROI aussi, j'en parlais, donc je vais pas revenir en détail dessus, mais c'est aussi, très important. Au début, il y a plein de marques qui le faisaient, elles étaient contentes et elles mesuraient avec leurs propres outils, mais tout le monde ne savait pas comment faire et si ça marchait vraiment. Puis après tout le monde s'y est mis vraiment et tout le monde s'est dit: «OK, bah, maintenant il faut vraiment que je le mesure». Il y a aussi ce mythe du digital où on a l'impression qu'on peut tout mesurer et parfois c'est un peu compliqué. Par exemple, sur un post Instagram, vous pouvez pas mettre de lien, vous pouvez pas mettre de lien traqué, donc pour la mesure du ROI, c'est un peu compliqué. Vous pouvez le mettre dans une story, sur un swipe up, mais c'est pas forcément, heu, systématique et évident et donc du coup, ça complexifie, beaucoup la chose. Là, je vous parle que d'Instagram. Si vous multipliez ça par le nombre de réseaux sociaux, ça complexifie les choses. Et le dernier point, c'est, la Content Factory pour Content Factory, mais avec des KOL et les marques aujourd'hui ont besoin de créer énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Elles créent du contenu. On parle même de snack content aujourd'hui. Il faut créer du contenu pour alimenter, en permanence, les réseaux sociaux et les influenceurs sont comme, des millions de créatifs qui peuvent, créer du contenu, adapté à leurs audiences et si vous avez bien choisi votre territoire de conversation, à votre audience et donc de plus en plus de ces influenceurs sont utilisés pour créer ce contenu et c'est une tendance très forte qui va continuer avec la convergence vers, l'UGC dont je parlais tout à l'heure, l'User Generated Content, essayer de maximiser la création de contenu par des influenceurs. Et voilà! Il nous reste 3 minutes, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une démo, mais peut-être que vous avez des questions aussi, hein, sinon, Bah, comme on est parfait dans le timing, merci Quentin et bravo pour cette belle présentation. On a le temps, hein, de faire une petite démo Call Square avec plaisir et on passera aux questions. Il n'y en a pas tant que ça sur le chat, donc moi, ça laissera peut-être certains rajouter des questions, le temps de la démo avec plaisir. OK. Alors est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, parfait. Donc là, vous êtes sur Call Square, hein? OK. Alors, donc je vous parlais tout à l'heure donc ça, c'est quand on arrive qu'on se connecte avec un login et mot de passe, hein, puisque c'est une plateforme qui est payante et puis on ne veut pas qu'il y ait n'importe qui puisse, y accéder non plus, parce que sinon les influenceurs vont être sollicités pour n'importe quoi. En tout cas, c'est un risque. Donc vous avez au total 1,7 million profils, ça évolue, on enrichit la base, on la fait évoluer, parce que là, on est vraiment à l'échelle mondiale, donc je vous laisse imaginer, que ça évolue et tout ça, c'est automatisé. Donc je vous disais qu'on couvre Instagram, YouTube, TikTok, Facebook et Twitter et vous allez pouvoir faire des recherches un peu comme sur un Google, en allant chercher des influenceurs qui parlent d'un sujet, dont le username, contient quelque chose, dont la bio contient quelque chose ou vous allez taper directement l'URL, d'un influenceur. Donc typiquement, vous allez pouvoir, taper, je ne sais pas ce qu'on veut taper, heu, on va taper, développement durable. Je vais essayer de bien taper. Voilà, donc là, je fais une recherche exacte, un peu comme sur Google, entre guillemets. Et je vais avoir tous les influenceurs qui ont utilisé, donc il y en a 1333, qui ont utilisé, le terme développement durable. Donc il y a Merci Raymond qui est un jardinier, vous voyez avec, cette audience-là qui engage à 1,64 en général. Vous avez, l'ONU, vous avez, des médias, vous avez des journalistes, vous avez Jean-Michel Blanquer qui apparaît et cetera. Ensuite vous allez pouvoir, rajouter des filtres. Donc par exemple, donc vous pouvez rajouter des filtres soit sur l'influenceur, sur sa taille de communauté, sur son engagement, sur, heu, pardon, c'est sur l'influenceur, c'est ici. Soit des influenceurs en termes de crédibilité score, donc ça c'est le critère qu'on voyait tout à l'heure, soit sur son intérêt, soit sur son job, soit sur sa langue, soit sur son âge. Donc ça, tout ça, c'est les critères qui sont liés à l'influenceur. Vous allez aussi pouvoir faire des filtres sur l'audience de l'influenceur sur ces différents réseaux, donc notamment sur Instagram. Donc si par exemple on veut, une audience entre 50 000 et 150 000 followers,
et que vous voulez des personnes soit qui parlent français, soit qui sont basées, on va dire en France, hop, à plus de 10 mais mettons plus de 50 en France, par exemple. Ça, vous pouvez ajuster l'audience. Vous pouvez aussi rajouter des critères d'âge, de genre. Donc vous voulez principalement des femmes. Hop, voilà. Donc on fait ça et ça va vous rajouter des filtres. Donc vous allez retrouver avec 76 influenceurs, donc typiquement, Sonia Rolland, qui est une célébrité, mais qui n'a que 130 000 followers sur son Instagram. Ils sont classés par Relevance, donc c'est les personnes qui en parlent le plus. Donc typiquement, c'est assez intéressant parce qu'elle en parle pas mal, donc on va aller regarder, son profil. Donc théoriquement, elle en parle pas mal. On va regarder tout de suite dans son contenu. On va voir qu'elle a fait 3 posts sur Facebook qui parlent de développement durable. En tant qu'ambassadrice du développement durable auprès de la Maison Guerlain, j'ai la chance et donc on voit que nous, on va chercher dans ces différents posts. On retrouve ces posts avec les différents engagements. Tout ça, c'est mis à jour en temps réel et on va voir ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Elle sous-engage de 21 quand elle parle, de développement durable par rapport à ces posts traditionnels sur Facebook. Donc sur Sonia Rolland, vous aurez plein d'informations sur, quelles sont les mentions, qu'elle réalise ou par qui elle est mentionnée, sa biographie et cetera, les langues dans lesquelles elle poste. Vous aurez aussi des informations sur, son audience, son credibility score qui est plutôt correct à 74, le genre de son audience, donc on voulait plutôt des femmes et on est bien. En France, à plus de 50 donc là, on est à 61,8. On a aussi les thématiques qui sont importantes pour son audience, qu'on peut étendre. Donc il y a sport et fitness, friends. Alors est-ce qu'il y a des sujets, d'environnement? Non, ça ressort pas en premier, donc c'est pas forcément la plus pertinente. Et puis il y a les langues qui sont, pratiquées par, son audience, donc c'est principalement français. Vous aurez toutes les stats qui sont liées à ces influenceurs. Je vais revenir sur le tableau juste avant. Donc vous avez, son audience, comment elle évolue et vous pouvez regarder ça sur la durée. Donc vous voyez que là, il y a un pic, donc il faudrait analyser et comprendre ce pic. Pourquoi elle est passée de, 125, 128 en un jour. Donc il y a eu une activité probablement, sur des célébrités comme ça, elle a dû passer à la télé. Vous avez son taux d'engagement qui a augmenté et qui a rebaissé, donc vous pouvez aussi essayer de comprendre pourquoi. Et là, on va vous donner des indications sur, la valeur, donc typiquement l'earned media value d'un post, statistiquement sur les 3 derniers mois, on va vous indiquer combien génère un post. Donc elle a une communauté de 132 000 followers, elle a un engagement moyen sur les 3 derniers mois de 3 400, donc c'est à peu près 2,6 et si on fait un équivalent média, c'est, autour de 1 000 € et le coût estimé pour un poste que nous, on va vous indiquer, ça ne veut pas dire forcément que c'est ce que vous allez payer, mais il va être, autour de cet ordre de grandeur-là. Et puis après, on vous donne le détail de ce que ça représente et sur ces différents réseaux, on va nous collecter les données pour vous les fournir, que vous ayez l'information. Vous voyez qu'il y a des écarts de prix, sur Twitter, elle a 63 000 followers, et son prix, il est entre 250 et 300. Sur Instagram, elle a 2 fois plus de followers et son prix, il est, 4 fois plus élevé. Le contenu, on a vu. D'ailleurs, le contenu, donc là, c'était une recherche sur développement durable, mais si j'enlève le filtre, je vais avoir tous ces posts, y compris les stories, tous les jours, que je peux lancer. Donc nous, on va collecter, tous ces posts et ce qui vous permet finalement de faire ces recherches sur ces posts-là. Vous voyez qu'elle poste pas mal sur les abeilles, sur le développement durable et cetera, donc probablement, quelqu'un qui est pertinent. Un peu comme sur un CRM, vous allez avoir ici, vous allez pouvoir, remplir des informations sur votre relation avec elle. L'email, les notes, vous pouvez rajouter des labels, heu, pour les catégoriser. Si vous avez des campagnes par pays, si vous avez des campagnes par thématique, pour la Saint-Valentin, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure. S'il y a un agent, vous pouvez aussi mettre les coordonnées et puis vous allez avoir, l'historique de votre relation, avec cette personne. Voilà, donc si elle vous intéresse, vous pouvez la rajouter dans votre campagne. Vous avez, vos influenceurs préférés qui vont, par exemple, se retrouver ici et puis sinon après vous allez pouvoir aller dans vos campagnes et quand vous allez, dans vos campagnes, si je prends, cet exemple sur, L'Occitane, donc là on dit qu'on fait une campagne pour la marque L'Occitane. Vous allez avoir un certain nombre d'influenceurs qui vont être ajoutés quand ils vont vouloir s'afficher, voilà.
Donc il y a des influenceurs qui vont être à différents niveaux de maturité, un peu comme d'un CRM. Vous allez avoir des influenceurs à briefer, il y en a pas mal et ça lag un peu avec la démo. Voilà, vous allez avoir des influenceurs à briefer, mais vous allez aussi pouvoir c'est un peu long. Vous allez pouvoir aussi les faire évoluer, dans le process en les faisant passer, en «J'ai accepté», «J'ai refusé la campagne», ou «J'ai déjà posté» et cetera. Vous allez pouvoir comparer ces différents influenceurs entre eux. Donc comparer par exemple les classer par ceux qui ont le plus grand, taux d'engagement sur Instagram. Voilà, donc vous dire: «Bah, c'est peut-être ceux-là qu'il faut que j'aille chercher en priorité» et cetera. Vous allez avoir, votre, messagerie. Vous allez pouvoir les briefer en masse, donc contacter ces influenceurs pour leur proposer de participer, en utilisant aussi des templates, par exemple. Et puis après, ce qui va être surtout très intéressant pour vous, c'est d'avoir le reporting. Donc nos clients utilisent beaucoup ça. Donc sur la base de, par exemple, de hashtags ou de mentions que vous avez demandé à tous ces influenceurs d'utiliser sur les posts de la campagne, vous allez faire des filtres sur certaines périodes. Donc là, par exemple, on fait ça sur le mois de novembre 2020 et on va aller regarder sur tous les réseaux sociaux ce que va générer la campagne. Donc je vais vous montrer le dashboard, mais en gros, on va aller collecter tous les contenus de tous ces influenceurs sur le web. Donc à chaque fois qu'ils ont utilisé la mention que l'on voulait ou le hashtag, on va voilà, il y a le hashtag aussi, on va collecter tous ces contenus. Tous ces contenus, tous ces contenus, tous ces contenus, avec tous les engagements et tout ça, ça sera mis à jour en temps réel. Ce qui vous permet, après de manière, synthétique, d'avoir une approche ici pour chaque influenceur en voyant le nombre de publications qu'ils ont faites. Donc là, par exemple, cette personne a fait 9 stories, cette personne a fait, 5 posts sur Instagram, et il y en a peut-être qui font des choses, mixées. Bon, voilà, c'est soit des stories, soit des posts sur Instagram. Voilà, cette personne, par exemple, a fait un post sur Instagram et une story et vous allez avoir toutes les stats qui vont monter. Donc en termes de taux d'engagement, d'earned media value, que l'on va calculer. Votre ROI sur le earned media value, là, c'est 0 partout parce que vous on n'a pas mis de montant. Donc vous pouvez mettre un montant pour cet influenceur en disant: «Bah, j'ai dépensé 100 € pour cet influenceur. Il m'a généré, 220 € d'earned media value, donc ça va me faire un ROI de 200. Vous allez du coup avoir toutes les informations qui vont monter de manière agrégée ou de manière détaillée sur chacun des posts, en termes de commentaires, de shares et cetera. Ouais, c'est assez détaillé, vous avez tout le détail. Au passage, vous parliez tout à l'heure d'affiliation. Si cet influenceur est dans un programme d'affiliation avec vous, vous allez, synchroniser et via une API, donc via une connexion, on va, faire remonter les informations de l'affiliation dans ce même dashboard. Ce qui vous permet au global d'avoir une vision de votre campagne en se disant, combien d'influenceurs ont été engagés finalement. Donc j'avais 300 influenceurs, il y en a 253 qui ont posté des contenus. Ils ont fait 835 contenus. Ça a généré 609 000 engagements. Ça représente une audience potentielle de 18,6 millions de personnes. Le credibility, score moyen, c'est 78, donc c'est plutôt bon. J'ai visé plutôt des femmes en moyenne à 80 71 en France. Vous avez le détail sur les audiences. Tout ça, c'est tout ce qui est agrégé de tous ces influenceurs et ce qui va remonter au final, c'est le 1,34 million d'earned media value qui a été généré sur cette campagne en 1 mois. Donc que vous allez si vous avez rempli pour chaque influenceur, ce que j'ai pas fait là en bas, le montant qui a été dépensé, vous aurez votre ROI sur l'earned media value et ben, si vous avez dépensé quelques centaines de milliers d'euros, vous voyez déjà l'effet, ça fait fois 10, pour le ROI par rapport au earned media value. Voilà dans les grandes lignes.